reviens avec août 2024 avec cette tenue. Sauf que l'année dernière c'était les... Ah oui, c'était quand c'était Freeze pour une des deux versions, l'anglaise ou la française, je sais plus. Maintenant vu que je me fais plus chier à faire deux versions, voilà. Donc comme d'habitude hein, je rentre des vacances et les cheveux, la couleur, rien ne va. Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref. Salut mes petits cocos, bon retour sur ma chaîne pour les habitués. Quant aux petits nouveaux rats de bibliothèque qui nous rejoignent, bienvenue. C'était les vacances, je tourne là actuellement le 31 août. Donc c'est vraiment un bilan, c'est je sais ce que j'ai lu jusqu'au dernier jour. Et le temps que je monte tout ce bordel, parce que j'ai beaucoup lu, c'était les vacances après tout, bah du coup ça sera posté sûrement début septembre, mais vous allez vous dire, oh, c'est bon, c'est passé, pourquoi elle me parle de la rentrée et tout ça, alors que nous ça y est, on y est déjà. Techniquement à la fac, moi j'y suis pas encore, à la rentrée, au moment où je posterai cette vidéo normalement. Par contre les collégiens et lycéens et tout ça, oui bon, peut-être. Bonne chance à vous. En dehors de ça, je suis partie en vacances du 20 au 29. Bah du coup je tourne qu'aujourd'hui et j'avais pas envie de faire tout le tournage ailleurs quand j'aurais pas mes livres derrière moi, la jolie vue de bibliothèque que j'adore tant, qui m'a un peu manqué même si c'était sympa les vacances. Bah bref, et j'ai dépoté là ces vacances. Si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, il y avait un seul moyen, il y avait Insta. Sur Insta, je mettais à chaque fois dans mes stories dès que je finissais un livre. Sur mon profil Insta, bah par contre, je poste mensuellement, là je viens de le faire par exemple, les lectures par bilan en gros, et avec leurs notes. Sauf que je rentre pas dans le détail comme là je le fais, voilà, c'est la petite différence, la petite touche. Bah, vous allez sur mon Instagram, @camcamthequeen. Et sinon, pour suivre à peu près à quelle vitesse j'avance dans mes livres et tout ça, en général je update encore plus sur Goodreads, donc sur la chaîne CamCam Critique. Et sur Goodreads, bah, je dis à combien de pages j'en suis à la fin de la journée, tout ça, donc... Voilà, ça avance. Par contre sur Goodreads, ce que je fais c'est que je sélectionne parmi toutes les éditions et les couvertures des livres, souvent ma préférée, c'est pas forcément celle que moi je suis en train de lire, et encore moins quand je fais un audio en même temps, parce que maintenant ça y est j'ai commencé les audios, et bah quand je fais un audio en même temps, bah je le mets pas sur Goodreads, mais juste que j'ai pris ce livre là. En attendant, on va commencer par le premier livre que je dois vous présenter dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo bilan de juillet, c'est parce que j'étais en plein en train de la lire mais je l'avais pas fini donc j'avais pas pu vous faire le retour final et donc c'est là l'occasion pour moi. J'ai lu Caraval, le tome 1 du coup, qui a été écrit par Stéphanie Gerber qui dernièrement marche plutôt bien, donc c'est pour ça que j'ai été intriguée de lire ses livres et bah ça fait que je comprends la hype parce que c'est un livre que j'ai lu qui faisait environ 360 pages et je l'ai lu du 27 au 30 juillet. Donc oui, j'ai mis 3 jours à le lire environ, c'était très rapide. Enfin le 30 juillet, techniquement je l'ai fini à 3h30, 3h45, presque 4h. Donc est-ce qu'on l'inclut comme le 30 juillet ou on le compte comme le 29 juillet? C'est le débat toujours, donc c'est pour ça que je vous précise l'heure, à vous de voir comment vous jugez. Si j'ai lu en 3 jours ou en 2 jours et demi. La seconde moitié du livre, en fait, j'ai lu le premier jour, j'ai pris trop de temps à lire le deuxième jour et donc j'ai à peine lu le deuxième jour. Et le troisième jour en question, bah du coup qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit bon, il y aura peut-être un moyen pour que j'arrive à me motiver pour rester accrochée à mon livre. C'est pas que ça ne m'intéressait pas, hein, c'est juste que vraiment je sais pas, j'étais distraite facilement, donc je me suis dit il faudrait que je recommence pas à faire un book slump, il faut que je me reste concentrée dans mes livres, il faut que je trouve un moyen. Et bah j'ai trouvé un moyen, j'ai cherché un audiobook, je me suis dit tiens si on me le lit en même temps que moi je lis, peut-être j'arriverai mieux à rester focus sur le livre. Ça a marché, j'ai mis en accéléré parce que je lis beaucoup plus vite que la voix normale de la narration dans les audiobooks. J'ai trouvé sur YouTube l'audiobook en question de Caraval et donc bah, j'ai tellement kiffé que j'ai continué jusqu'à 3h45 du matin. Donc voilà. Ce thème là il a été publié en 2016 et c'est une histoire fantastique, young adult pardon, bien originale avec du mystère, bien évidemment, comme toujours avec moi, de la romance, sinon ça plaît pas. Je vais vous lire le petit résumé que j'ai fait. Scarlett a 17 ans et est sur le point de se marier avec un inconnu avec qui elle correspond depuis des mois par lettres, avec l'accord de son tyrannique père qu'elle cherche à fuir avec sa sœur beaucoup plus intrépide qu'elle. Le Maître de Caraval, un spectacle magique annuel qui invite des participants uniques à différentes représentations sous forme de jeux dont elle rêve depuis petite, il elle et sa sœur Donatella à venir sur l'île des songes pour voir le spectacle.
Aidée par Julian, un marin, les deux sœurs s'y rendent. Mais quand le bateau accoste sur l'île des Songes, Donatella a disparu, enlevée par Légende, le maître de Caraval. Scarlett découvre que cette année, le spectacle prend la forme d'un jeu dont le but est de retrouver sa sœur. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Scarlett a beau savoir que tout ce qui se passe à Caraval n'est qu'un jeu, elle se retrouve bientôt empêtrée dans un univers à cheval entre rêve et réalité. Alors, quelle note je donnais à ce livre? Je lui ai donné 5 étoiles et c'était mon coup de cœur. C'était trop bien. Je découvre donc une trilogie qui me donne très envie pour la suite et je recommande. J'étais accro, intriguée, la romance était au départ je me suis dit c'est un peu simple, non c'est un peu rapide comme romance, puis finalement attendez, c'est pas mal du tout ça. Découvrir le fin mot de l'histoire, c'était ce qui m'obsédait parce que forcément tu deviens toi-même, tu essaies de comprendre le jeu, les énigmes, la magie, le système, le fonctionnement. Tu découvres des plot twists sur plot twists et du coup, pas forcément. C'est super comme lecture et je pense qu'elle finira dans ma bibliothèque une fois que j'aurai fini la trilogie. Ça, c'était mon dernier livre en juillet que j'ai fini. Ce qui m'a fait 9 livres finis au total en juillet, c'est pas mal, c'est plutôt une moyenne habituelle pour moi. Et là, j'ai fait plus pour le mois d'août. Donc, c'est parti! Le premier livre que j'ai lu au mois d'août et que j'ai fini au mois d'août, il s'agit de Uglies, le tome 1, que j'ai lu en papier. Il est où? Il est là. Ici. Pow. Ça, c'est le tome 1. Je vais pas vous cacher ce qu'il y a écrit. Donc, ce tome 1, il a écrit par Scott Westerfeld. Il fait environ 435 pages. Je l'ai lu du 31 juillet au 2 août, donc en 3 jours. J'ai trouvé l'audiobook en anglais sur YouTube, mais ça c'est l'édition française que j'ai là en main. Je l'écoutais en même temps que je lisais mon format papier en français, comme ça dès que je décrochais un peu du livre, que je faisais autre chose en même temps, l'histoire continuait et j'avais juste à retrouver ma page après dans le livre. Aussi, comme moi je suis pas officiellement bilingue parce que je suis quand même dans les études d'anglais et tout ça, c'était pour moi un bon exercice d'entendre l'anglais et en même temps de voir la version française. Donc c'est comme regarder une série sous-titrée, c'était pour mieux voir la traduction, comment elle marchait selon les trucs. Mais dans les audiobooks, j'ai vu des passages qui sont sautés dans cette édition française que j'ai là, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est sympa, au moins j'ai eu des petits surplus de phrases, on va dire, un peu plus de description, un peu plus de trucs. Ça a été publié en 2005. L'adaptation va être sur Netflix très prochainement. J'ai vu la bande-annonce genre quelques jours après que j'avais fini celui-là. Alors que ça date de 2005 quand même. Il a mis du temps à être adapté ce livre. Mais d'un coup j'ai vu la bande-annonce avec l'actrice dans The Kissing Booth et l'acteur de Outer Banks qui joue les personnages du livre. Donc j'étais un peu surprise de voir ça tout de suite après que j'ai fini le livre, alors que je sais que c'est un bon gros vieux livre. C'est une dystopie ado avec une légère, mais vraiment légère romance, mais pas parfaite. Et je sentais l'âge de l'histoire, donc quand même qui date un peu maintenant, de bientôt 20 ans. Je me demande si le film va pas être plutôt modernisé. Ce serait bien, parce que apparemment il y avait des longueurs et souvent les livres adaptés en film, s'ils modernisent pas un peu ou s'ils rendent pas quelques trucs plus action ou quoi, ça ennuie et en film ça passe moins bien. Donc déjà en livre, vu que c'était pas exceptionnel, ça risque de voilà. Mais bon, je vais vous lire le résumé du livre. Donc dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Donc Tali aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération chirurgicale de passage pour quitter le monde des Uglies, qui veut dire moche en anglais si vous ne savez pas, et intégrer la caste des Pretties, donc les beaux en anglais. Dans ce futur paradis promis par les autorités, Tali n'aura plus qu'une préoccupation, s'amuser. Mais la veille de son anniversaire, Tali se fait une nouvelle amie qui l'entraîne dans le monde des rebelles. Là-bas, elle découvre que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu'un secret d'État, une manipulation. Que va-t-elle choisir? Devenir rebelle et rester laide à vie ou succomber à la perfection contrôlée? C'est le truc typique des dystopies. Un monde, on croit qu'il est parfait, finalement il l'est pas du tout, il y a un truc qui va pas dedans. Et quand on l'apprend, c'est est-ce qu'on devient une rebelle ou est-ce qu'on suit le système quand même qui essaie de nous contrôler? Et je trouve que c'est
qu'ils ont fait sur l'esthétique, surtout maintenant que le monde s'est développé, qu'on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, à se présenter physiquement, à faire du photoshopping, à toujours mentir sur l'identité parce que tout le monde veut toujours mieux, avec des chirurgies esthicales et tout ça. Chirurgie esthicale, qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est comme s'il avait vu avant que ça arrive que la société allait beaucoup plus être dans le paraître et tout, mais en dehors de cet aspect qui est assez intéressant, le reste je trouvais qu'il n'était pas super. J'ai peut-être trop l'habitude de livres qui ont plus de sensations fortes, d'émotions, tout ça, je sais pas. Là c'était un peu bon. Heureusement qu'il y avait l'audiobook en même temps que j'écoutais parce que je pense que... Oui, et aussi le fait que comme ma mère me l'a acheté en papier, j'aurais tenu à le lire jusqu'au bout, mais j'aurais pas voulu le DNF, l'abandonner quoi, sans le finir. Et je me suis motivée à passer mon ennui du départ, mais je l'ai trouvé assez anticlimatique, voilà. Et prévisible, ça manquait d'un petit quelque chose. Mais bon, la fin, la petite fin, là, le petit cliffhanger final m'a quand même donné envie de poursuivre. Je peux comprendre qu'au moment où il est sorti, elle a autant intrigué, intéressé et entendu parler de lui. Les lecteurs et lectrices de l'époque, on dirait que c'était il y a 15 000 ans, mais c'était il y a 20 ans quoi. Donc moi j'étais un petit bébé qui faisait gougou gaga et qui cherchait une histoire qui aborderait les soucis de cette société sous cet angle particulier et qui était assez avant-gardeur en fait. Avant-gardiste c'est mieux. Voilà, enfin la deuxième lecture que j'ai eue au mois de août, c'est The Navigator, donc le navigateur, écrit par Pittacus Lore. Ça faisait environ 85 pages, c'était une petite nouvelle que j'ai lue du 3 au 4 août, que j'ai fini à 2h20, donc techniquement j'ai lu ça en une journée. Ça a été publié en 2015 et c'est la nouvelle de science-fiction qui constitue dans la série The Lost Files, qui elle-même appartient à la saga de l'héritage des Loriens parce que ça complète avec des points de vue de petits personnages secondaires la série principale qui est le numéro 4. Donc on suit une autre origine d'un personnage qu'on rencontre dans les derniers tomes de la série principale, encore une fois dans cette version-ci de la nouvelle. Ça nous donne assez de contexte mais rien de choquant ou surprenant maintenant que j'ai déjà fini de lire les principaux romans avec la principale intrigue qui nous tient en haleine. Donc là j'ai mis encore une fois 3 étoiles parce que je reste fidèle à cet univers littéraire mais je me fiche un peu de ce personnage là. Donc j'ai bien aimé parce qu'on a quand même des informations sur d'autres personnages secondaires parce qu'elle a vécu des trucs avec eux, sur leur passé, vu qu'ils n'ont pas eu le temps de l'expliquer dans les tomes principaux, quand ils sont arrivés vers le milieu de la série. Mais comment et pourquoi ils ont fui la planète, à force ça devient assez répétitif dans les petites nouvelles que je lis là, donc peut-être qu'il n'avait pas besoin d'en faire autant en fait, Pittacus Lore. Je sais qu'il avait beaucoup de personnages, mais s'il voulait autant développer plein de personnages, autant faire des histoires originelles pour chacun. Et dans la série principale, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a différents points de vue, mais là il tenait à ce que... Bah, si pourtant il y a eu après dans les tomes à partir du 2 ou du 3, je crois il y avait plusieurs points de vue par livre, donc je comprends pas pourquoi il a pas utilisé ça. Plutôt que de faire des petites nouvelles vraiment rikiki qui du coup ça se passe tellement rapidement les événements qu'il n'y a même pas le temps de faire des attaches émotionnelles quoi. La prochaine lecture que j'ai eue, c'était le 4 août que je l'ai lu. Et techniquement le 4 août j'ai lu plusieurs lectures en même temps, mais je vous parle de la première. Je vais vous chercher tout de suite le modèle papier. Donc il s'agit encore une fois de cette collection de Marvel Comics, donc les BD Marvel, des anciennes. En plus là c'est vraiment des anciens dessins avec d'anciennes histoires qui ont été si importantes dans l'histoire des BD, qui ont eu un tel succès que souvent dans les adaptations, donc là c'est les X-Men, il y a au moins l'idée, le pouvoir, le plotline là, l'arc qui a été adapté. Et donc il s'agit ici du Phénix Noir. Et si vous avez vu les films, vous connaissez. Si vous avez lu les BD, c'est un moment assez important dans l'histoire des X-Men. Donc c'est assez intéressant qu'ils ont fait toute une collection sur toutes les... Allez, il devait y avoir 11-12 BD au total qui parlaient de cet arc-là, de comment Phénix... Jean Grey réagit après sa mort. C'est le 3e tome de la collection Marvel. Avant ça, moi j'ai Silver Surfer, donc le surfeur d'argent, et Iron Man. Et là, c'était les X-Men, donc je lis ça. Le numéro, parce que vous savez, c'est divisé par numéro les BD. C'est pas tout ça à la base quand tu achètes la BD dans le magasin. C'est une petite quinzaine de pages. Et bah là, justement, celui que j'ai lu, le premier, ça c'est le 2e là que je viens de vous montrer. Oups, spoiler alert. Bah c'est le Phénix Noir. On le voit ici, la couverture originelle américaine, et là c'est la couverture, c'est la première page française avec le titre
français qui est le Phénix Noir. Stan Lee, c'est le directeur un peu, c'est celui qui gère tout ce qui était les Marvel Comics. Il a fait quelques dessins, mais je crois pas que ce soit celui-là parce que il y a écrit Chris Claremont et John Byrne. Donc ça doit être les dessinateurs et écrivains, scénaristes, tout ça de ces BD-ci. Avec la collection que j'ai héritée de mon frère, parce qu'il avait pris ça quand il était petit avec des magazines, je crois, on lui envoyait souvent des numéros de cette collection. Il les a pas tant lus que ça parce que c'est pas un grand lecteur mon frère. Et du coup, moi maintenant qui suis beaucoup plus fan de Marvel que je l'étais quand il avait reçu ça, et bah j'ai demandé quand on a déménagé à ce que ces collections viennent avec moi plutôt que d'être données, et donc elles sont à moi, donc je peux les lire. Et donc me voici. J'aime la nostalgie de relire ces anciennes bandes dessinées de super-héros. Je ne note pas numéro par numéro, c'est-à-dire là je vais pas noter celui-ci. Je noterai quand j'aurai tout fini de toute cette collection. Normalement ce sera pas une note négative parce que quand même c'est plutôt j'ai déjà lu tout ça, j'ai bien aimé, je pense que ce sera parti pour un 4 étoiles parce que je sais un peu déjà comment c'est juste de revoir tout en détail. Bref, une relecture quoi, c'est sympa, ça fait plaisir. Forcément, c'est pas bien compliqué pour moi d'apprécier. Donc j'ai aussi lu le numéro suivant, le même jour. Il s'appelle cette fois-ci, en anglais, Child of Light and Darkness, alors qu'en français on a fait Fille des ténèbres et des étoiles. Regardez les couvertures, ça c'est celle américaine typique, donc c'est celle qu'on voit là parce que c'était un grand classique, ça c'était une image qui à mon avis dans les fans des BD Marvel restera iconique à vie parce que c'est le moment où on croit que Jean Grey est morte suite à son épisode du Phénix Noir. Désolée pour le spoiler, mais quand même, si vous avez, il y a tout ça, c'est très très vieux, les films sont là depuis un moment, normalement vous savez un peu tout ça. Du coup, hop, et là c'est la première page française avec le titre en français. Pareil, relecture sympa. Après avoir fini cette BD-ci, il me reste encore tout ça à lire, donc c'est mes prochaines lectures là en début septembre. Demain, c'est-à-dire, je crois, je les lis. Je pense qu'après, demain, j'aurai fini la collection complète et je pourrai indiquer sur Goodreads la note que je mets, même si techniquement ce sera pas une mauvaise note, puisque je sais déjà que j'apprécie et que c'est une question d'être fan. Toujours le 4 août, j'ai aussi lu le tome 14 de Shirayuki aux cheveux rouges. Il est ici, donc c'est cette couverture-là. Et c'est écrit par Sorata Akiduki. Et bah voilà. Donc ça c'est la couverture du tome 14 avec Shirayuki bien présente dessus et notre chère amie Kiki. Ça a été publié en 2015 ce tome-ci. Alors je m'attendais un peu plus de mon personnage chouchou qui a enfin parlé de ses sentiments à son rival meilleur ami dans le tome précédent et qui retrouve du coup la fille principale dans ce tome-ci. Mais c'est pas du tout le principal intérêt de l'histoire. Encore une fois, il y a eu une grosse partie du manga là qui n'est pas l'histoire de Shirayuki, qui est une autre histoire, bon, qui peut être mignonne sûrement, mais moi je suis là pour Shirayuki et vous me rajoutez des pages en plus qui ne sont pas de Shirayuki, vous voulez que je m'énerve? Bref, pour avancer dans l'histoire, c'est très très lent. Sinon, le reste de l'histoire, ça reste mignon. C'est définitivement fait pour les jeunes lecteurs parce que c'est très PG. C'est un peu long par contre ces histoires de pharmalogie. Du style. Mais bon, il reste encore 11 tomes après celui-là. Enfin non, 14, 26, non 12 tomes. Il reste 12 tomes après celui-là. Donc je me doute que ça va être encore long avant qu'on avance à grands pas dans les relations. Il faut que j'arrête de me mettre dans le déni. Elle va rester avec le prince, elle va pas partir avec son chevalier. Dommage, j'aimais bien le chevalier moi. Bref, ma note cette fois-ci c'est 2 étoiles et demie. Je sais c'est un peu dur. Mais c'est vrai que je trouve que là, c'est rajouter des tomes pour rajouter des tomes, ça n'avance en rien l'histoire. Ces chapitres-ci n'ont pas été adaptés et n'ont pas été transformés en épisodes en plus de la série, de l'animé pour la saison 2, 3, bref. Non, parce que là, franchement, la fin de la saison 2, c'est une fin ouverte du coup, vu que c'est pas la fin finale. Mais c'était quand même assez clair qu'elle avait choisi quelqu'un. Mais quand même, les autres gens qui avaient vu l'animé mais n'ont pas lu les mangas, ils se doutaient que Obi, en effet, il y avait des moments où on se croirait qu'il est amoureux d'elle. Et bon, voilà, moi ça m'a donné le tome précédent juste la confirmation. Et je pensais qu'on allait du coup avoir un petit triangle amoureux dans le sens où elle va enfin se rendre compte de ce qui se passe avec Obi et peut-être aussi réciproquer un petit peu à Obi. Mais non, je dois arrêter de me faire des illusions. Voilà. Il n'y a pas ce... Hein, allez. La 6e lecture de mon mois d'août, j'ai lu Addicted After All, donc addicté malgré tout, après tout.
Addicté, j'ai dit. Addict après tout. C'est écrit toujours par Krista. Oh, ma voix. C'est toujours écrit par Krista et Becca Ricci. Il faisait 535 pages ce tome-ci et je l'ai lu du 5 au 9 août. Techniquement le 9 août j'ai fini à 1h30 donc est-ce que j'ai lu jusqu'au 9 août? Encore une fois, on débat pas. C'est le dernier tome de la série Addicted cette fois-ci parce que je vous rappelle que c'est en tandem que ça se lit les lectures de ce Krista et Becca Ricci concernant la famille Calloway, c'est-à-dire qu'il y a la série Addicted qui est sortie en premier et il y a ensuite la série Calloway Sisters qui est sortie au bout du 2e tome ou un truc comme ça de Addicted, donc ça se lit un sur deux un peu et donc là c'est le dernier tome de la série Addicted, c'était le tome 5 je crois et là toute la suite ce sera les Calloway Sisters. Et du coup, bah, comme dernier tome, moi je me rendais pas compte que quand je lui disais que ce serait le dernier tome avec les points de vue de Lo et de la sœur du milieu, la Benjamin, et son amoureux, donc les deux addicts, elle addict sexuelle, lui accro à l'alcool, enfin donc alcoolique. Il s'agit d'une romance avec une found family, et voire même des liens, relations, famille, amitié, tout ça très très fort. Où nos personnages ont vieilli, enfin pas énormément mais là ils ont vieilli depuis le tout début de la série Addicted. Deux des sœurs, par exemple parmi les 3 sœurs, sont enceintes et les 3 couples principaux sont colocataires et subissent le jugement constant du monde par les réseaux sociaux, par les médias, parce que ce sont d'anciens addicts, surtout ces deux-là, les 2 personnages principaux, ce sont d'anciens addicts issus de riches familles et populaire et j'apprécie toujours les développements des relations amicales et familiales et du coup romantiques. C'est pour ça que j'adore franchement ma progression dans cette série et la saga spin-off aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir acheter les livres et les ajouter là derrière moi dans ma bibliothèque. D'ailleurs derrière moi il y aura bientôt plus assez de place, il faudra que je rajoute, il faut que j'achète d'autres étagères de bibliothèque ou quelque chose comme ça parce que ça va, avec tous les livres que je lis qui commencent à me plaire et que j'aimerais avoir en papier, bah, je peux vous montrer, j'ai fait une simu on va dire, ça c'est les romans, donc en roman, tous ceux où il y a écrit dedans, c'est ceux qui me faut, la place que ça prendra quand je les aurai, ceux qui sont coloriés c'est ceux que j'ai déjà, et derrière là c'est tout ce qui est les lectures à bulles, donc manga, BD, tout ça, ça aussi ça prendra pas mal de place comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà pas mal aussi, donc je suis dans le beau drap avec cette histoire de kiffer autant les livres et de vouloir les avoir en papier une fois que j'ai fini de les lire et que j'adore. Mais ceci dit, pour ma défense, je ne dépense pas tellement d'argent dans d'autres trucs. Donc, argent bien dépensé, hein. Mon banquier dira ça plus tard. Donc je lui ai mis 5 étoiles. Voilà, c'est un bon dernier tome. J'adore, je comprends pourquoi on m'a recommandé. Et du coup, bah, me voici à mon tour en train de recommander cette série et ces livres. Et franchement, allez-y. On peut avoir des a priori avec le côté sexe addict et tout ça et alcoolique et on peut se dire c'est quoi cette relation très toxique, mais en fait finalement c'est tellement mignon, beau et il y a des jolies citations dedans. Il y a quand même pas mal d'épices dans ce livre là, faut que je prévienne, vous en doutez, vu que c'est une ancienne addict au sexe, bah là du coup elle a toujours ce besoin de sexe très très fort et de demande constante de faire des cochonneries avec son mari, donc mari, amoureux, fiancé, bref, je sais pas dans ce tome là qu'est-ce qu'ils sont. Le 7e livre que j'ai lu dans le mois d'août, on en est à la moitié, c'est Heir of Fire, donc l'héritière du feu, donc c'est écrit par Sarah J. Maas. C'est un livre qui faisait 590 pages en français que j'ai eu parce que sur la version française est gratuite sur l'abonnement Kindle, donc on prend, hein, on va pas dépenser de l'argent pour avoir la version anglaise. Ça m'a juste fait bizarre comment ils se vous voient en français. Alors que pour moi dans les livres en anglais comme le you ça peut être le tu comme le vous, bah ils se tutoyaient et j'avais pas capté. Et à la fin du livre, un gars à qui elle est bien proche et tout, elle continue à le vous voyer. Je sais pas si ce sera pareil dans les autres tomes, mais en tout cas ça me fait un peu bizarre le vouvoiement, mais bref, ça c'est du détail. Donc j'ai lu ça du 10 au 13 août. Le 13 août j'ai fini à 3h du mat ce livre. Donc ça y est, je suis au 3e tome de la série de The Throne of Glass, donc en français Kaelena. C'est publié en 2014. C'est du fantastique, de l'aventure, de la romance, il y a différents points de vue.
Nos personnages principaux, suite aux événements des tomes précédents, sans vous spoiler, cherchent tous à se en remettre et à s'en sortir. Il y a des secrets, un entraînement genre vraiment badass pour maîtriser magie et combat. Des nouveaux royaumes qui sont développés, des nouveaux personnages qui sont présentés et qui rentrent en compte. Et on est là à suivre tout ça et apparemment tout va être connecté à la fin. Donc il faut qu'on reste à fond concentré. Il y en a on sait pas si on les aime, il y en a on sait pas si on les aime pas. C'est compliqué, c'est des personnages complexes et c'est assez intéressant du coup. Bref, on sent que là, j'ai passé une étape dans la série et qu'on rentre dans la deuxième partie de cette grande aventure qui est un peu plus dans le cette fois-ci, il faut c'est pas seulement une question de attention, attention, là c'est allez, on se prépare. On est passé à l'étape de on se prépare pour le gros bordel qui va arriver et j'ai hâte de voir ce que sera le gros bordel parce que là, il y a eu pas mal de plot twist sur plot twist encore une fois et allez, faut s'en remettre, il faut continuer, mais il y a plusieurs moments où j'étais dans les émotions quand même. Et je compte bien poursuivre cette série, même si je sais que mon ship favori du second tome, bah c'est Caput, hein. C'est pour ça que j'ai eu un... C'est d'un coup, il est monté dans le deuxième tome et à la fin... c'est la rupture, et même s'il y a toujours un sentiment amer, tendre, là il y a confirmation qu'il n'y aura plus, que les deux vont devoir passer à autre chose, et quelque part moi aussi je dois faire le deuil de ça, et eux-mêmes faisaient le deuil de ça dans ce livre-là, c'était assez émouvant, et il y a eu un peu plus de révélations sur le passé de notre personnage principal, et que dire d'autre, ouais, c'est vraiment toujours Sarah J. Maas, franchement, une pépite ce qu'elle écrit, vraiment, je comprends la hype derrière, quoi, encore une fois. M'attacher à aucune des relations que cette autrice nous présente, mais franchement, là, là, dans cette série-ci, comparée à la série précédente, elle en met des relations, genre, je pense qu'elle en est à son quatrième Love Interest, la personnage principale, si on compte la nouvelle d'avant, de son origine. Et les autres personnages aussi, en fait, il y a un autre personnage, là il en est à sa deuxième, et pareil, là je pense qu'il n'y a pas moyen qu'il finisse avec elle. Donc c'est quand même... faut pas s'attacher aux relations, faut voir avec qui on finit à la fin, et après on se dit ah c'est bon, j'aime bien eux. Pas de ship dans cette histoire. J'ai ressenti toutes les émotions en lisant tout ça, j'ai même eu des larmes aux yeux, je vous ai dit, j'ai ragé, j'ai un peu ri, bref, j'étais intensément en train de vivre ce roman, c'est pour ça que ma note équivaut presque à 5 étoiles et un presque coup de cœur, mais je sais pas pourquoi je me contente d'aller à 4 étoiles, 75 si on devait être précis, donc 4 étoiles et demie ou un peu plus, parce que je réserve mon 5 pour la suite qui je pense... Oh bah ça va dépoter là, ça va envoyer du lourd, ce sera d'autant plus épique, donc ouais, je le sauvegarde pour l'instant mon 5 étoiles, même si j'en ai déjà donné pour les premiers tomes, mais c'est parce que ça c'était l'introduction. Là maintenant que je suis au milieu de la série, souvent ça arrive, j'arrive pas à donner les 5 étoiles au milieu de la série parce que c'est bien, mais c'est pas aussi bien que le début ou la fin. Voilà. Le 8e livre que j'ai lu de ce mois d'août, c'est The Fiancé Dilemma, le dilemme du fiancé, écrit par Elena Armas, donc c'est celle qui a écrit The Spanish Love Deception and The American Roommate Experiment, et du coup, ça c'était une précédente duologie, là c'est une nouvelle duologie, c'est le tome 2, la suite de The Long Game, que j'avais surkiffé, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais mis 5 étoiles, c'était mon coup de cœur, j'avais adoré. Bref, là j'ai lu ce livre de 420 pages environ du 14 au 15 août. Le 15 août, je l'ai fini à 6h du mat, donc en fait j'ai passé la nuit dessus et la veille avant avec. Donc ça veut dire que j'ai enchaîné, j'arrivais pas à décrocher du livre. Elle est très douée pour ça, Elena Armas. Je pense qu'il n'y a aucun de ces livres que j'ai fini en plus de 3 jours parce que j'adore, je suis là... Je veux toujours plus. On n'est pas le personnage principal, on sent les sentiments de l'autre, mais en même temps, comme le personnage principal, il est un peu dans le déni, ou alors il a des traumas ou quoi, et donc il reconnaît pas les sentiments de l'autre personne qui sont en train de se développer et tout ça, et les gestes romantiques et tout ça, bah moi je gobe tout ça, moi j'avance, je suis en mode comment ça va se faire, comment ce sera la méga déclaration, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire d'autre pour elle et tout ça, et j'adore. Ça a été publié ce tome-ci le 30 juillet 2024, donc c'est techniquement quand j'ai fini un autre livre que celui-là il est arrivé pop sur Amazon. Bon bah je l'ai ajouté à ma Kindle et je l'ai lu, je l'ai dévoré. J'étais impatiente pour ce tome-ci du coup, une suite à The Long Game. Mais le seul souci que j'ai eu, c'est que du coup, bah, je pense que j'ai un peu trop hype le truc. Et encore une fois, comme avec d'ailleurs la série The Spanish Love Deception, le deuxième tome me plaît moins que le premier. Le premier c'est un 5 étoiles easy, le deuxième, ouais c'est mignon, c'est sympa, mais pas... J'ai aimé, mais je n'ai pas adoré comme c'était le cas pour
le premier tome. Enfin techniquement du fake fiançailles, des fausses fiançailles, avec le meilleur ami de la sœur de notre héroïne. Je ne vous en dis pas beaucoup plus sur le rapport familial, sur les soucis qu'ils ont dans ce livre, pourquoi elle doit faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire prétendre être fiancée à quelqu'un, parce que ce serait déjà révéler un gros spoiler pour le tome précédent. Déjà je crois que sans faire exprès je vous ai révélé un gros spoiler, mais en tout cas si vous voulez lire ce tome-ci, il faut d'abord lire The Long Game parce que je crois pas que ce soit aussi facile de comprendre sans The Long Game, même si l'autrice dit que ça peut se lire toute seule. Je préférerais que vous lisiez The Long Game parce que The Long Game, voilà, y a pas d'hésitation, c'est cœur. Mis 4 étoiles. Ouais, voilà, j'hésite, mais je pense que je demanderai à l'avoir dans ma bibliothèque avec les autres romans de cette autrice. Parce que même si à chaque fois le deuxième tome il m'a un peu moins plu, ça reste très très bien. Et c'est joli, c'est coloré, ça va avec ma bibliothèque et j'adore les premiers tomes. Donc voilà. J'ai lu cette année, c'est le tome 2 de Caraval, Legendary. Donc c'est écrit par Stephanie Garber, encore une fois. C'est un livre qui faisait 495 pages sur ma liseuse environ. Et du 15 au 16 août, je l'ai lu grâce à quoi? Encore une fois, grâce à l'audiobook gratuit sur YouTube. Mais bien sûr, ça m'a permis de dévorer, je m'arrêtais pas en fait. Ah, c'était merveilleux. Au petit-déj. Quelle grâce. Ça c'est le cerise. Voilà, si vous avez la référence de cette vidéo, c'est marrant. Ça a été publié en 2018. Pareil que le 1, sans rien à vous spoiler, parce que quand même c'est avec la petite fin, les petites dernières pages de fin du 1 que ça nous mène à ce 2 et en plus il y a encore plus de révélations choquantes parce que cette fois-ci on est du point de vue de Donatella et pas de Scarlett, donc la petite sœur. J'ai adoré. Je sais pas si j'ai autant adoré que le premier, mais j'ai adoré quand même. C'est-à-dire que cette fois, avec la fin, il est clair qu'on a besoin par contre de lire le 3 tout de suite, donc ça nous laisse sur un cliffhanger. Alors que techniquement, si on s'arrêtait au 1, même avec la petite page qui reste, ou qui nous fait le lien avec le 2, en soi c'est quand même une fin, tu peux t'imaginer ce que tu veux pour la suite. Alors que là, bon, c'est clair qu'il faut lire la suite parce que il y a un truc qui va se passer quoi. Il n'y a pas d'hésitation, je vais juste vous donner directement ma note. Donc cette fois-ci, je lui ai mis 5 étoiles. C'était un coup de cœur. Encore une fois, je pense que cette série, elle est très bien. Et tout le monde n'arrête pas de me dire qu'en plus, Caraval, c'est la première trilogie. Et ensuite, il y a une deuxième trilogie qui suit avec le même univers par cette autrice. Et que cette trilogie-là, elle est encore mieux. Alors que là, Caraval, tout le monde me dit « Ah, c'est bien, j'ai beaucoup aimé, c'était super. » Mais par contre, la série d'après, oh là là, tu vas surkiffer, c'est merveilleux et tout. Enfin, ils ne le disent pas moi directement, c'est mes vidéos booktubeuses aussi, mais vous avez compris. Et du coup, moi je me dis, mais comment ça peut être encore mieux? C'est déjà super génial là ce que je lis. Enfin, j'adore. Je suis happée dans ce monde, dans tous les plot twists, dans tout ce qui se passe. Il y a plein de choses, il y a plein de et puis la romance, j'étais là. Ah. Je suis all in. Donc c'était mon coup de cœur, point final, on va s'arrêter là. La 10e lecture de mon mois là, c'est Daughter of No Worlds. Donc c'est écrit par Carissa Broadbent. Et ça veut dire quoi en anglais, Daughter of No Worlds? C'est la fille d'aucun monde. Ça faisait environ 70 pages. Je l'ai lu du 17 au 18 août. Ça a été publié en 2020. Et je l'ai lu un peu sur ma liseuse, mais la majorité de l'histoire, je l'ai écoutée avec Audible parce que j'avais un mois d'essai gratuit pour n'importe quel livre. Donc là, j'en ai profité, j'ai fait avec ce tome-ci, ce livre-ci, et c'était une romantassie adulte, sans trop d'épices non plus, c'est pas genre... il y a une scène, je crois. C'est du new adulte. Donc je vous lis le résumé tout de suite. C'est arrachée d'une patrie oubliée lorsqu'elle était enfant, Tisana, je sais pas comment vous le prononcez le nom, moi voilà, a appris à survivre en tant qu'esclave avec rien d'autre qu'un esprit vif et une touche de magie. Mais la nuit où elle tente d'acheter sa liberté, elle s'en sort de justesse. Désespérée de sauver son meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana cherche à entrer dans les ordres, une des organisations de magiciens les plus puissants au monde. Mais pour rejoindre leur rang, elle doit compléter un apprentissage auprès de Maxarian... Attends, j'arrive pas à le dire son prénom à lui à chaque fois. Maxantarius Farlion, donc juste Max. Un beau porteur de feu solitaire qui méprise les ordres dus à son mystérieux et sombre passé. Les intentions des ordres sont énigmatiques et Tisana doit faire ses preuves face à la menace d'une guerre imminente. Mais ses sentiments grandissants pour Maxantarius, donc son coach, sont encore plus dangereux. Le passé sanglant qu'il veut oublier pourrait être la clé de son avenir à elle, ou de leur chute à tous les deux.
Donc là j'ai mis pour note 4 étoiles,75, donc c'était presque une 5e étoile. Mais je pense que parce que la slow burn était un peu trop slow pour moi et que ça manquait d'une certaine passion pour moi entre les deux, à part à la fin là c'était génial. J'ai énormément aimé, mais c'était pas la lecture waouh, j'ai 5 étoiles et j'adore et je l'ai. Par contre oui, je la veux quand même dans ma bibliothèque. Ah, un peu sur l'air. J'ai été aspirée dans cette histoire. J'ai adoré l'originalité de ce monde. La trilogie, c'est pas Daughter of No Words, le nom, faut que je trouve. Donc la guerre des cœurs perdus. Voilà, c'est ça le titre. J'espère pour les lecteurs francophones qui me suivent que ce livre-là sera traduit, s'il n'a pas déjà été. Et que si ce sera traduit, cette traduction lui rendra justice parce que c'était très sympa à entendre et à lire en anglais. Le 11e livre de ce mois-ci que j'ai lu, c'est Fuel the Fire, faire grandir le feu et tout. Bref, c'est encore une fois écrit par Krista Iweka-Ricci parce que c'est cette fois-ci le tome 3 des Calloway Sisters. Donc c'est après la série Addicted, tu lis que les Calloway Sisters, il en reste plus que 3 tomes je crois des Calloway Sisters. Lui il fait environ 535 pages. Je l'ai lu du 19 au 24 août. Il a été publié en 2015. On suit le point de vue cette fois de la grande sœur, encore une fois comme dans Kiss the Sky, qui est le premier tome des Calloway Sisters, de la grande sœur et de son désormais mari, parce qu'on a passé le temps et ils sont mariés maintenant. Et c'est lui le meilleur ami de l'héros de la série Addicted, qui sort avec, vous vous rappelez, comme je l'ai déjà dit, la sœur Benjamin Day Calloway. Donc ils sont en coloc toujours, et c'est la suite des rapports au sein de cette famille et face à l'effervescence de leur notoriété suite à leur télé-réalité et récents accouchements. Donc leurs fans et haters sont d'autant plus à les suivre et les médias se déchaînent sur eux. En plus, il est question là d'un coming out public non désiré pour un de nos personnages. Il y a toute une vision sur la gestion de la vie publique avec la diversité des sexualités et de l'influence que ça apporte sur une famille qui sont abordés dans ce tome 6, c'était très intéressant. Ça m'a frustrée plus d'une fois parce que j'étais là, mais putain, mais quoi, il remettait en question tout sur ce personnage et j'étais là, mais non. Ah, les proches, donc les 6 personnages principaux, ils sont restés fidèles entre eux, ils se tenaient les coudes, comment on dit déjà? C'est ça, se tenir les coudes? Anyway, ça est toujours aussi agréable à lire. Je vous donne ma note directe, c'est 4 étoiles,75, encore une fois presque un 5 étoiles. Je ne sais pas pourquoi comparé à Addicted, j'étais plus clémente à mettre un 5 étoiles alors que c'est pas parfait. Et là, cette fois-ci, un peu moins. Peut-être parce que j'ai eu plus de sentiments de frustration, donc j'en voulais un peu aux autrices. Mais c'est bien, ça veut dire qu'elles sont douées pour évoquer des sentiments quand on lit. Je ne sais pas, comme tous les personnages sont bien amoureux déjà et que tous déjà en couple et la romance est déjà établie, je pense que je n'arrive pas autant facilement à donner les 5 étoiles parce que je ne sens plus autant les papillons quand il y a des grandes déclarations comme avec les romances typiques. Et puis aussi, comme il y a les côtés qui sont parents maintenant, il y a des bébés. Et à la fois, il y avait plein de fois j'étais là, oh c'est trop mignon. Et à la fois je suis là, dans les livres je suis pas trop fan de lire des bébés et tout ça. Et encore moins quand là j'ai vu les implications qu'il y avait avec les médias et tout ça, j'étais là, ah ça me stresse trop. En fait je sais pas. J'ai pas l'âge pour penser tout de suite à bébé. Donc c'est pour ça, c'était bien, c'était très bien même. Mais du coup je pense que j'ai eu moi-même un manque d'affinité parfait pour que ce soit un 5 étoiles quoi. Ensuite le 12e livre que j'ai lu pendant ces vacances, c'est le tome 11. Et je savais pas, je l'ai vu trop tard ça, qu'il y avait un 11e tome de ces livres-ci. Vous vous rappelez que j'ai déjà fait la présentation dans les vidéos sur mes séries favorites. Elsa, tu vas venir. Hein. Donc, je vous montre le dernier tome direct. C'est le dernier tome. Oui, Journal d'une princesse. Donc, le dernier tome, c'était le tome 10. Et ça finit, je pense, elles ont 18 ans. Elle a 18 ans, la personnage principale, donc Mia Thermopolis. C'est écrit par Meg Cabot. Et donc là, le tome 11 que j'ai lu. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais là, je parlais intelligemment, puis j'ai arrêté. Je me suis laissée distraire. Mon cerveau qui overthink, il est parti ailleurs. C'est intitulé Le mariage royal, en anglais plutôt donc Royal Wedding. C'est donc un livre qui faisait 450 pages sur ma liseuse environ. Je l'ai lu du 25 au 28 août et il a été publié en 2015 en fait.
donc bien après le dernier tome de la première série. En même temps, notre héroïne aussi, elle a vieilli, elle a 26 ans maintenant. Et comme l'indique le titre, son amoureux lui fait enfin sa demande et ils doivent gérer l'organisation de ce grand mariage royal avec la famille assez particulière qu'a cette princesse a, la vie publique et les intervieweurs et le média encore une fois. Il y a une autre trope sans vous spoiler, qui a tendance à déplaire les lecteurs, mais là ça allait, c'est pas désagréable à lire. Et en plus, elle apprend que son père, contrairement à ce qu'on pensait dans les 10 tomes précédents, lui a caché qu'en fait, elle n'est pas la dernière descendante de sa lignée, c'est-à-dire la seule enfant qu'il a jamais eue. Elle a une sœur. Je trouve que cette partie-là de l'histoire, elle a pas été super bien gérée parce que c'est une rom-com en fait, ce livre-là. C'est censé nous faire rire, c'est sans se prendre la tête, plutôt tranquille mais moi je trouvais que c'est tellement sérieux. À chaque fois dans les films ou séries ou dans les livres, quand il y a une fratrie cachée, je trouve que c'est tellement sérieux que je comprends pas comment on peut être si ok, si tranquille, si ah bah tout est bien qui finit bien, alors que les parents ils ont gâché des années de vie à ses frères et sœurs de ne pas se connaître. Enfin je sais pas, pour moi c'est je n'ai même pas les mots. Bref, comme d'hab, il y a plein de boulettes qui se passent par notre héroïne qui les réalise. Mais on sent quand même qu'elle a vieilli, mûri, dans le sens où sa façon de parler de sa romance, de parler des rapports aux gens et sa perception des choses, je trouve c'est vrai que comparé aux souvenirs que j'en avais du dernier tome, elle a vieilli. Et c'est bien parce qu'en plus moi aussi, quand j'avais lu cela, j'avais à peu près 12 ans, 13 ans. Et le dernier tome, elle avait 18 ans déjà, moi j'étais là, waouh, elle a tellement vieilli, elle a commencé, elle avait mon âge. Alors que la série a commencé, elle avait 14 ans quoi. Et là, de voir à 26 ans comment elle est, c'est vrai qu'on sent quand même on retrouve toujours le personnage qu'on adore, mais on sent la maturité et le fait que le personnage a vieilli, et c'est très bien joué de la part de Meg Cabot. J'ai pas du tout un instant douté que c'était le même personnage ou que c'était un personnage qui avait tel âge. Très sympa et simple à lire, retrouver les personnages après toutes ces années, parce qu'il n'y a pas que elle, il y a sa bande d'amis, il y a son amoureux, il y a sa famille assez particulière, là bien rocambolesque. Bref, j'ai mis quand même une note de 3 étoiles et demie parce que c'était cool, mais ça me va si je n'obtiens jamais la version papier de ce livre pour ma bibliothèque, parce que c'est pas... Ça m'allait très bien aussi comme fin là, le tome 10, c'est pas... Je trouve que c'est presque comme une petite nouvelle, sauf que c'est un peu plus long que ça, c'est moi qui l'ai lu hyper rapidement. C'est presque comme une petite histoire en plus qui fait rire, mais je sais pas, c'est simple. J'ai pas eu le coup de cœur ou même à me dire que c'est incroyablement bien écrit, parce que justement il y a plein de parties où même si c'est une rom-com, il faudrait quand même approfondir, parce que la petite sœur qui débarque et enfin, tout ce qui tourne autour de la petite sœur, j'étais pas satisfaite à 100%. Enfin, la troisième lecture que j'ai eue ce mois-ci, c'est The Guard, donc le garde, écrit par Pittacus Lore, qui fait 70 pages, c'est une nouvelle encore, je l'ai lu le 29 août, donc hier. Et non, pas hier, là on est 31. Donc il y a 2 jours, elle a été publiée en 2015 cette nouvelle-ci. Je trouve que cette nouvelle-là n'était pas vraiment utile parce qu'il s'agit de la suite de la précédente nouvelle dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Et on sait déjà la majorité de ce qui s'y passe dans la nouvelle du point de vue d'un autre personnage que je vous ai parlé je pense dans la vidéo précédente, le bilan de juillet. Donc j'ai pas tant aimé, mais bon j'ai pas détesté, c'est juste c'était pas ouf, donc je suppose que j'ai mis que 3 étoiles, voilà. Ensuite, la 14e lecture de mon mois là, c'est celle que j'ai finie aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a même pas quelques heures là, que je viens de finir d'écouter, c'est Pretties. Donc je l'ai aussi en papier juste là. C'est un des 2 tomes que ma maman m'a acheté, j'ai pas le 3, j'ai pas le 4, sur une brocante qu'elle m'avait trouvé. Et j'avais dit que ça serait dans ma pile à lire, donc si elle voulait me les prendre, elle pouvait. Elle me les a pris, c'était à 1€, ça valait le coup. C'est pas la super édition, c'est l'édition française, j'aime pas trop les couvertures françaises, mais c'est pas grave. J'ai écouté l'audio, en anglais encore une fois sur YouTube, et en même temps que je lisais ça, en papier. J'ai beaucoup été plus en audio qu'en papier cette fois-ci. Il fait environ 390 pages, la partie sur Pretties, parce qu'après il y a aussi des extraits pour le 3e tome qui s'appelle Special. D'ailleurs, je tiens à noter que il y a écrit qu'il y a 5 tomes dans la même série. À chaque fois, dans les 2 romans que j'ai vus là en papier français, il y a écrit que le tome 1 c'est Uglies, le tome 2 c'est Pretties, le 3e ce sera Specials, le 4e ce sera Extras, et qu'il y a un 5e qui s'appelle Secrets, ça doit être une nouvelle ou quelque chose, parce que je ne l'ai
pas vu sur Goodreads, je ne le vois pas dans les collections quand tu peux les acheter dans un coffret collection avec la jolie couverture que j'aime bien. Donc je ne sais pas pourquoi à chaque fois il y a écrit ça. Peut-être que c'était le projet de base, peut-être que ça a été abandonné. Est-ce que l'écrivain il a fini l'histoire? Du coup c'est des questions que je me pose. Il a été publié en 2005 aussi, c'est juste que lui c'est fin 2005. Je l'ai lu et écouté en 3 jours ce deuxième tome qui est bien plus rempli en événements, et maintenant il y a même une sorte de triangle amoureux qui s'est créé. Il est assez intriguant d'ailleurs ce triangle amoureux parce que maintenant que les souvenirs de notre héroïne sont complètement différents, que sa personnalité a changé, son apparence a changé, tout ça parce que c'était le plot twist final, le cliffhanger du tome 1, excusez-moi spoiler alert. Je trouve que c'est assez intéressant comment on se pose une question de est-ce qu'elle aime vraiment cette personne, est-ce que c'est pas une question d'attirance physique, lui là, si elle a changé de physique, est-ce qu'il est toujours amoureux d'elle, enfin bref, il y a un peu une côté paranoïa. Il y a aussi le côté très frustrant pendant la première moitié parce que c'est divisé en 3 parties ce livre. Dans la partie 1, c'est suite à l'opération et tout, elle est assez bébête quoi, et il faut subir ce passage là parce que ça nous fait réaliser à quel point oui en effet c'est pas normal ce qui se passe et que c'est bien un régime qui contrôle les esprits et les façons de penser des citoyens. Après, quand il y a la partie où on comprend, on réalise, on essaie de s'échapper, et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à s'échapper, comment ça se passe, ça l'a rendu un tout petit peu plus intéressante notre histoire et notre personnage principal. Je n'ai pas vraiment de team, par exemple, dans le triangle amoureux. J'y arrive même pas. Je pense que j'en ai un que je préfère vite fait, mais je m'en fiche un peu. Vous voyez, c'est pas bon pour moi de dire ça. Normalement, j'adore les romances. Et là, la partie romance de ces romans-là, elle est bien mais sans plus quoi, et même pas bien, elle est là, on la suit, on est là, c'est plutôt prévisible, ok, et je suis juste curieuse de savoir comment ça va se finir. On verra si dans le tome 3 ou 4 j'arrive à un peu plus m'attacher à un certain duo plutôt qu'à un autre, mais c'est pas parti pour. Aussi en dehors de l'aspect romance, je me demande quel est le but final en fait de tous ces petits actes de rébellion et cette conclusion, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est quoi le but de l'auteur à la fin? C'est comment on va réussir à arranger tout ça? Je comprends pas. Je continuerai à lire à l'aide des audiobooks sur YouTube, c'est facile, comme ça je reste accrochée, parce que sinon ce serait compliqué. Sinon je pense que j'arriverai pas autant à rester intéressée par ces histoires. Et donc je lui mets la note de 3,5. 3,5 c'est pas mal. J'ai donc lu 14 livres en août et j'utilise enfin les livres audio pour me permettre de terminer plus dans les temps, voire avant même ce qui était prévu niveau date, mes lectures et avancer dans ma pile à lire encore plus vite. Merci Audible, merci à tous ceux qui postent sur YouTube aussi en anglais, en français comme vous voulez. Moi je les entends plus souvent en anglais. Heureusement que je suis bilingue maintenant parce que vraiment en plus ça me permet de travailler ma compréhension orale et tout ça, parce que en tant que personne qui n'a pas les oreilles les plus optimales au monde, c'est pas mal de s'entraîner à comprendre l'anglais. Ça me permet de travailler les oreilles en anglais, donc c'est déjà ça. Mais en dehors de ça, c'est quand même aussi une façon autre. Longtemps, moi j'étais pas fan de l'audiobook dans le sens où dans le livre audio, parce que je me disais c'est quand même se faire raconter une histoire, c'est pas vraiment la lire. C'est vrai que j'ai pas l'impression de lire un livre. Je peux toujours me faire des images, m'imaginer les scènes et tout ça comme je faisais quand je lisais, mais c'est parce que je trouvais que je trouve pas que je suis en train de lire, je trouve que je suis en train d'être raconté l'histoire en effet. On me lit le livre à moi quoi. Et donc c'est bien parce que ça me permet d'avancer encore plus vite et d'avoir les images, de faire travailler mon imagination quand même. Et ce qui m'intrigue après tout c'est l'histoire, c'est pas forcément lire en soi-même. Mais je peux comprendre que pour certains ce soit beaucoup mieux, parce qu'en effet c'est sûr que j'arrive à mieux maintenir mon attention et aussi à faire d'autres choses en même temps. Donc ça consomme un peu moins de temps je dirais. Donc c'est que du bénéf et donc j'aime beaucoup. Vous en commentaire, dites-moi ce que vous pensez à propos des livres audio, ce que vous pensez des lectures que je vous ai présentées, s'il y en a que vous connaissez, s'il y en a que vous avez aimé, pas aimé, si vous connaissez pas et que vous avez envie de les lire, si vous trouvez que je blablate trop, bah aussi dites-le moi, toujours dans le positif et dans le pragmatique et pas dans la méchanceté gratuite. Lâchez-moi votre pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder le même type de contenu que je fais sur ma chaîne depuis un petit moment et pour voir ce qui viendra ensuite. Et que dire de plus? Sur ce, moi je vais retourner pas à ma liseuse parce que normalement c'est le cas, je dis toujours je vais retourner à ma liseuse, mais là la prochaine lecture que je lirai ce sera à ma collection de BD, donc à ma lecture à bulles. Je vous souhaite à tous d'avoir de bonnes lectures.
J'espère que votre rentrée s'est bien passée et qu'elle se passera bien pour ceux que ça n'est pas encore arrivé. J'espère que vos vacances étaient fun, que vous êtes reposés, que c'était sympa. Pour ceux qui travaillaient quand même malgré l'été, j'espère que du coup l'été n'a pas été trop chaud pour vous et que vous avez pas trop mal subi les différentes températures et autres. Des bisous bisous et au revoir, bye bye.